Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Coucou les petits lapins, on est ravis de vous retrouver. C'est la dernière de la semaine. Comment ça va les amis? Ouais, no light. Mais quelle énergie. Note que c'est le jour ou jamais puisqu'on va parler des piles. Oui. Allez, voici le menu détaillé. Ça va démarrer avec la question conso dans un instant. Burger, lardons, escalope et brochettes, le tout sans viande. C'est ce que proposent les boucheries végétariennes qui se développent doucement en France. Alors, qu'est-ce que ça vaut? On en discutera dans un instant. Comme tous les vendredis, nous retrouverons ensuite avec bonheur Alain de Baraton, notre marquis qui d'habitude voit les choses en grand, a décidé de se mettre un petit peu à notre niveau aujourd'hui puisqu'il va nous parler des mini-plantes. On verra comment les entretenir, mais attention, mini-fleurs, maxi boulot. Vous en possédez 3 fois plus que vous ne le pensez dans vos appareils électroniques, bien sûr, mais aussi dans les tiroirs. En attendant un hypothétique recyclage, on va parler de piles, mais aussi de batteries dans le dossier du jour. Comment sont-elles fabriquées? Comment expliquer les différences de prix? Ou encore comment les préserver? Nos invités vous répondront à partir de 12h10. Et puis comme tous les jours, nous terminerons par vos cas pratiques. On va conseiller notamment Jessica. Elle souhaite qu'un passage piéton soit créé à côté de l'école de son fils. Alors Gérard va lui dire comment s'y prendre. Alain, mais également Fabien et Mélanie vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez dans la vie. Oui, tout simplement, rien que ça. La vie. On va les rejoindre tout de suite, c'est parti, L'amour, générique. fleurs. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va bien, vous. Ouais, super. Oh là là, Vous avez la pêche? cette coiffure, Fabien. C'est... Remarque que c'est beau. T'as une pile là-dedans, là. Il y a un truc. hein. Moi-même. Eh ben c'est ça. Eh ben, ça se voit. Ouais. Et apparemment, c'était le même coiffeur que Mélanie. Moi je me marre. Ah bon, Ouais. ça, Non, c'est marrant, c'est marrant. c'est moins drôle quand ça me concerne. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que Mélanie, tu la vois d'un profil ou de l'autre, c'est pas la même. Oui, c'est C'est ça. étonnant. Eh oui. Une surprise, voilà. Oui. À chaque plan de caméra. Bah ouais. C'est Bonne bien. surprise. C'est un voyage, c'est un voyage. Est-ce que vous y connaissez quelque chose en pile? Oui, Ah, c'est vrai? Oh. Tu veux dire que tu es expert sur Toi, le tu dossier? connais tout, toi. je m'y connais en pile parce que j'en utilise dans mon appareil électronique qui sert à vapoter. Ah, t'as quoi Et donc dedans? je suis forcé de m'y Des connaître. petits un kilos minimum. lithium, là, c'est ça, toi? Lithium, etc. Pas que ça, il y a plein de piles différentes, rechargeables ou pas. Donc je veillerai à ce que ce dossier se passe en toute cohérence, n'est-ce C'est pas? ça. Tu y participes. C'est tu bon es d'avoir au un courant, expert tu sur ce C'est ça, papier, bah oui. absolument. Évidemment. Non, mais c'est vrai que moi, les rayons sont tellement remplis de modèles différents Ah ouais, moi, que ça me donne des bouffées d'angoisse. Donc on va peut-être enfin comprendre comment ça fonctionne. Pas, J'espère. Gérard? Moi, c'est plutôt côté face, mais c'est mon intérêt pour Ah, l'administratif. voilà, merci. Hein. On parlera de piles et de batteries aussi, parce Encore qu'alors une ça, Charlie. c'est un gros souci quand on a les téléphones mobiles. Souvent, ils se déchargent très très vite, avec peut-être Oui. C'est un problème qu'a Gérard. la solution demain. De quoi? Non, mais c'est vrai, tu me disais sur ton téléphone portable qui se décharge temps. hyper Très vite vite. en permanence. Non. Eh ben, peut-être que demain, on aura une batterie qui va tenir 7 jours. Ah oui. Eh oui. Une semaine? Une société a dévoilé ce nouveau bijou, une batterie à hydrogène qui permettrait d'assurer près de 7 jours d'autonomie au futur téléphone de la marque à la pomme. Voilà, il aurait une taille similaire à celle qui est utilisée aujourd'hui. On va pas voir ça Très bien. arriver tout de suite sur le marché, Ah, d'autant tu que ce nous serait as une dit demain. catastrophe. Non, mais ce serait surtout... C'est je dangereux? sais- Non, Ouais, pas du les tout, mais ondes. je sais même pas comment... Les ondes dans tous Surtout, les il va sens, falloir nous franchement. faire acheter quand même des téléphones si jamais ça Bien marche sûr. trop bien la batterie. Comment, Ah oui. comment feront-ils pour nous obliger à L'obsolescence. acheter Ça n'a vraiment rien à voir avec les ondes. Je sais pas pourquoi tu... Mais pourquoi tu soulignes? J'étais en train de chercher, je me dis pourquoi il nous parle d'ondes? Il y aura parce tout que- autant d'ondes qu'aujourd'hui. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que si la batterie dure plus longtemps, elle est plus solide, plus forte, et peut-être qu'il va y avoir Ah, elle est mieux. Ah ouais. elle émet Oui, plus bien de sûr. produits chimiques. Est-ce que tu comprendrais bien le concept? Non, c'est bien que tu sois avec nous sur ce dossier. J'avais peur de ne pas avoir suffisamment de spécialistes pour nous Tu veux éclairer. dire par là qu'elle n'est pas au courant? Oh, Ouais, on va y avoir... On peut On pas les être aura spécialiste de tout. Mais oui. Vas-y, décharge tout maintenant, s'il te plaît. Fais comme ta batterie. Bon, et puis alors, il y a un objet dont on vous a déjà parlé ici. Moi, je l'ai même testé en vrai, en in situ, dans un camping. C'est un petit appareil qui permet de recharger votre batterie. Tu fais du camping. Oui, je fais du camping. Bah oui. ça, Eh ben, non, je vous promets. J'ai testé l'été dernier ce truc-là. Vous mettez du bois à l'intérieur de l'objet et il crée, donc ça crée du feu, vous faites du feu.
et ça va recharger votre téléphone portable. Vous avez une clé USB et vous pouvez recharger directement avec un port USB C'est possible. votre téléphone portable. Bien sûr, possible. non, je te promets. Transfert Et énergétique. ça marche ou pas Non, Voilà. Ah, connais bien, Et ça coûte combien ça coûte 115 €. bah oui. Ça marche mal, tu veux dire. Bah, Non, moi, mais toi, j'ai ça pas a pas réussi à le marché. faire marcher. J'ai fait du feu et tout, pas de problème. J'ai pu réchauffer mon petit truc d'eau et tout ça pour le café du matin. Mais ça ne Mais changeait pas Ouais. du tout mon portable. Bon, mais elle est peut-être. On va peut-être pas faire la publicité pour une chaîne concurrente, mais enfin, si vous regardez Camping 12, vous verrez Thomas. Merci Gérard. Oui, bon. Trop de vannes, tu la vanne. C'est Gérard. ça, ouais. La prochaine batterie, elle Il est sera en peut-être forme. dans notre cuisine, à défaut d'être dans la nature, puisqu'on parle de faire des batteries avec des champignons. Ce sont des chercheurs de l'Université de Californie qui travaillent là-dessus. Alors pourquoi le champignon? Parce qu'il est plein de carbone et aussi parce qu'il est poreux et que les pores offrent de l'espace pour stocker de l'énergie, du liquide. Donc c'est un espace en plus qui s'agrandirait Intéressant. avec le temps, ce qui veut dire que plus on utiliserait le smartphone et plus il y aurait de batterie en plus. Donc, bonne merde. ça, ce Ça, serait c'est- formidable. Là aussi, dans quelques années, à suivre. Très bien, on va en rester là, je crois, parce qu'on en avait un dernier. Il y a pas encore. Mais bon, enfin. Je crois qu'on a. Donc les piles Épuisé. d'aujourd'hui, en tout cas, comment est-ce qu'il faut les choisir? Vous savez qu'il y a les piles rechargeables et les piles jetables. On va voir justement quelles sont les plus performantes, quel est le meilleur rapport qualité-prix. On va aussi s'intéresser à la filière du recyclage, parce qu'on n'est pas trop mauvais en France, même si c'est Moi, je encore suis un déçu, très hein. très peu de très quantité de déçu piles de- qui sont recyclées, 40% seulement. Pas beaucoup. Donc on verra justement Non, c'est les pas bons bon. gestes à adopter dans le dossier du jour, mais pour l'instant, voici la question conso. Manger de la viande sans viande, c'est possible. Aujourd'hui, une boucherie végétarienne a ouvert l'année dernière à Paris. Elle propose des viandes à base de soja, de pois et de froment. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Léa Benet est allée enquêter. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange. Du steak, du jambon, des escalopes surgelées ou déjà préparées. À première vue, rien de surprenant pour une boucherie. Sauf qu'ici, nous sommes dans une boucherie végétarienne. Et dans ces produits, il n'y a aucune trace de viande. Il y a du soja, souvent, mais pas toujours. Et il y a à chaque fois une association de légumineux et de céréales. Ainsi, pas de poulet dans les nuggets. On a surtout du blé comme protéine végétale. On a également des pois, on a de l'huile de tournesol, on a du blanc d'œuf de poule. Niveau prix, comptez tout de même 3,90 € pour la barquette de 6. C'est 2 fois plus que des nuggets de poulet achetés en grande surface. Tous ces produits sont fabriqués aux Pays-Bas dans une usine qui, Isabelle Bénisson l'assure, n'utilise ni conservateur ni arôme artificiel. Car cette tendance s'appuie aussi sur l'idée que manger moins de viande serait meilleur pour la santé. Alors en termes d'apport et de nutriments, ça a vraiment une valeur identique à celle que peut apporter un morceau de viande. On est sur les mêmes normes, mais sans le mauvais gras. Ces produits auraient donc les avantages de la viande sans les inconvénients. Le diététicien à qui nous les avons montrés n'en est pas convaincu. Ces produits ont un contenu en protéines correct, mais ils sont paradoxalement plus gras, parfois nettement plus gras que le produit animal de base. Le jambon, par exemple, végétarien, est 3 fois plus gras que le jambon que vous achetez, que le jambon de porc. Cette richesse en gras est liée à la richesse en graisse des protéines végétales comme le soja, liée également que dans ces produits, on ajoute de l'huile. La promesse de la boucherie végétarienne, c'est également que ces produits ont une texture et un goût très proche de ceux de la viande. Petit test à l'aveugle, d'abord avec un steak de bœuf comparé à un burger à base de soja et de blé. Ça, c'est le steak de céréales. Franchement, ça n'a pas beaucoup de goût. Bien évidemment, aucun sang, pas de fibre animale. On est sur une texture un peu de galette. Premier test raté pour le steak végétarien qui n'a pas fait illusion. Place maintenant aux nuggets et là encore, Emmanuel Rubin n'hésite pas une seconde. Le deuxième qui, pour moi, le nuggets de céréales, pas déplaisant, à la limite. Là encore, on est un petit peu dans la petite boulette de céréales frites. Le premier, je dirais que c'est le poulet parce qu'il y a un peu une manière de fibre de volaille, mais c'est du buvard, c'est très mauvais. Si notre critique préfère encore les nuggets végétariens aux nuggets de poulet industriels, ne vous méprenez pas, ça n'a rien à voir avec la viande. Si le but des céréaliers ou de ceux qui font ces nuggets de céréales ou ces steaks de céréales est quand même de nous donner l'illusion d'avoir le plaisir que l'on a quand on tranche un steak, là ils se trompent, hein. On en est loin. On n'a pas du tout le sentiment de la viande. Donc si vous êtes végétarien, mieux vaut privilégier les aliments non transformés
Plus sain, riche en protéines et moins cher comme le riz complet, les lentilles ou encore le soja. Mélanie, toi, tu comprends pas vraiment. Franchement. On embrasse notre critique. Ah ouais, non, il était formidable. Non, parce que non, mais on rigolait parce que c'est vrai qu'Léa Bénet lui a laissé le bandeau pendant toute sa réponse. Donc c'est vrai que c'était assez marrant. Toi, tu comprends pas ce concept de boucherie végétarienne. Mais non, alors je comprends le concept des gens qui sont végétariens, mais je ne comprends pas le concept de la personne végétarienne qui mange de la fausse viande. C'est-à-dire que les simili carnés, comme on dit. Alors déjà, le simili carné, c'est quand même très très moche, c'est pas du tout ragoûtant. Ça me fait penser à chaque fois à simili cuir. Tu vas manger du plastique à la place de la viande, c'est du faux. Donc, si tu veux être végétarien, et je trouve ça très bien, tu es végétarien. Au lieu de manger un boulgui-blouga de mixage... Un boulgui-boulga boulga de mix de céréales, pois, légumineuses, soja et tout. Si tu veux partir en week-end et j'en maintenant, passe. vas-y, franchement, t'en restes pas. C'est très intéressant ce que tu dis. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on mange une légumineuse et une céréale, qu'on a déjà dit que ça permettait de rassembler toutes les acides aminés dont le corps a besoin pour avoir suffisamment de protéines. Donc, tu manges du riz et des haricots rouges, des pois chiches et de la semoule, et hop, c'est marre. Mais pourquoi fausser Mais tu t'es jamais privé de viande. Parce que, tu sais, moi j'ai fait le test. À un moment, c'est sympa aussi de se dire je vais aller me faire un burger. Tu vois, bon, moi, mais sauf qu'on voit bien que ça n'a pas le même. Ça n'a pas exactement le même si, goût, mais tu sais, ton esprit peut être leurré et ça peut psychologiquement, ça peut aider. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est un truc pour Parisiens aisés, comme on disait anciennement, les bobos, si tu veux. Pourquoi? Il n'y en a qu'une en France. Qu'est-ce qu'on me raconte là, que ça se développe partout? C'est toi-même, Thomas, qui disait ça. Il y en a une dans le centre de Paris pour l'instant. Paris, c'est 2,2 millions d'habitants. J'imagine qu'on doit retrouver quand même Excuse-moi, il s'agit d'une boucherie. Bio, non? Si, j'y viens, Maya. Ce que dit Mélanie, les simili carnés, on en trouve un peu partout maintenant en France. Là, Je on a sais, pris l'exemple. j'ai même, comme tu l'imagines, mené enquête Bien sûr. pour comparer les prix. Mais à Paris, simplement, oui, c'est 2 millions d'habitants, c'est 3% de la population, ça ne se développe pas franchement dans toute la France pour l'instant. Quant au prix, c'est horriblement cher, cette chose-là. Donc, j'ai mené enquête T'en fais pas trop. sur cette petite boucherie végétarienne. J'ai trouvé le steak de 100 grammes à 1,95 €. Je multiplie, ça fait le kilo à peu près à 20 €. On est d'accord? Ouais. J'ai été au champ d'à côté, comparé, parce que tu l'as dit, Maya, on en trouve partout, des steaks végétaliens. J'ai regardé donc le prix, au kilo, 17,50 €. Bien moins cher, déjà. J'ai comparé en allant dans d'autres grandes surfaces. Je bagnaudais comme ça dans les rues de Paris, n'est-ce pas? On remercie nos stagiaires, en passant. Oui, j'étais accompagné de quelques stagiaires, c'est vrai. Et donc, je trouve le kilo de viande normal pour le coup, la viande classique, donc de bœuf, la vraie, il ne s'agit pas maintenant de 6 viandes de bœuf, mais de la vraie, à 9 € le kilo. 2 fois moins cher que ce steak végétalien. 9 € d'un côté, 20 € le fond. De l'autre. Bon, j'en conclus donc tout de même qu'effectivement, c'est un petit peu fait pour le bobo parisien. Ça vient d'où Alors, ça vient en réalité. Alors, attendez. Tout à l'heure au ralenti. La caméra, quel cabot, mais quel cabot. La caméra arrive sur lui et on laisse ses lunettes. Parce que je te vois mieux sans lunettes, qui est faite pour lire. Et je ne vais pas me priver de ce plaisir, alors que les spectateurs ne s'en privent pas. Le Laurent de la hausse du pauvre. Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis, où s'est développé ce qu'on appelle le flexitarisme. C'est-à-dire que les végétariens ne mangeaient rien du tout. Un certain nombre de gens se disaient... Non, ils ne mangent pas rien. Enfin, rien du tout, c'est de la viande ou le poisson. Et un certain nombre de gens se disaient, je mangerais bien, sans être végétarien, un peu moins de viande. Les gens disaient ça pour la santé, c'est pas bon de manger trop de viande. Ils disaient ça pour des questions environnementales, parce que ça consomme de l'eau. Le traitement animal. Voilà, le traitement animal, tout ça, c'est compliqué. Et pour le bien-être des animaux. Et donc, ils se sont dit, on va diminuer notre consommation de viande, mais aux États-Unis, c'est au centre du repas. Et donc, il fallait trouver quelque chose d'autre pour remplacer la viande. Et c'est comme ça que sont ouverts aux États-Unis des boucheries de ce type pour les jours où on n'allait pas chez Viande, acheter ce genre de produit. Encore une fois, c'est le centre du repas aux États-Unis. Alors, cela étant, ça peut se développer. Pourquoi? Il n'y a que 3% de végétariens en France, mais 27% des gens se déclarent prêts à manger moins de viande et à prendre de la viande de meilleure qualité. C'est étonné, hein, c'est très peu. Hein. Oui, c'est très peu, mais c'est parce que là aussi en France, il y a des habitudes dans certaines générations. Et là, 27%, ça veut dire qu'eux sont prêts demain, lorsqu'il y aura un substitut, comme ce genre de choses, dire bon, allez, je vais acheter de la bonne viande 2 fois par semaine. Le handicap,
c'est ce que dit Fabien. Le prix. Parce que si c'est plus cher que de la viande normale, Ouais. c'est vrai que c'est un vrai handicap. Ouais. Mais ça va baisser au fur et à mesure que la demande va augmenter. Et c'est vrai qu'il y a Bien sûr. beaucoup d'industriels qui travaillent là-dessus, trouver la viande de l'avenir, la viande sans viande. Et on y viendra certainement, peut-être par obligation. On va revenir à notre dossier du jour. On vous a posé la question sur la plateforme de la quotidienne. Quel type de piles privilégiez-vous? S'agit-il des piles classiques ou rechargeables? Eh bien, vous nous dites rechargeables quand même à 46%, ce qui est pas forcément, ce qui reflète pas vraiment les chiffres, puisque c'est 80% des piles qui sont vendues aujourd'hui sont plutôt des piles classiques. Comment justement, quel est le meilleur rapport qualité-prix? On a organisé le match entre les jetables et les rechargeables. Et puis comment aussi bien recycler ces piles et ces batteries, parce qu'on va aussi vous parler des batteries. Ce sera tout à l'heure dans le dossier du jour, mais pour l'instant, nous partons au jardin. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Ah, On a c'est changé le Dutronc jingle, qui chantait aujourd'hui. ça. Eh, Tout Dutronc. est mini, tout est Quel- mini, même les plantes. Quel talent, ce garçon, quel talent. Ah, quel cabot. La mode est aux petites plantes, On a fait des blagues toutes avec petites plantes. Alors, pas la peine d'acheter, d'habiter sur un bateau dans une petite chambre de bonne pour avoir des petites plantes. On peut avoir un grand appartement, mais aimer justement cette Bah, c'est vrai qu'elles sont miniaturisation. toutes mignonnes. C'est mignon, c'est mignon C'est- tout plein. C'est On quoi? trouve- C'est de la miniaturisation, c'est Ah, ça? c'est Donc assez on a rendu complexe, hein. petit des Alors, grandes plantes. Pour faire extrêmement simple, on a pris une plante. Prenons l'exemple du rosier pour être très précis. On a pris une bouture de rosier. Ce rosier est obtenu à partir de boutures. Puis on l'a laissé se développer. Et dès qu'il a atteint ce stade-là, paf, régulateur de croissance. On le bloque, on le traumatise, on l'empêche de vivre. Comment? C'est Oui, chimique? moins mignon, Bien là, d'un sûr, coup. régulateur de croissance. Ce sont des produits qui vont influer le développement du végétal, bloquer sa croissance, favoriser la ramification et empêcher justement l'élargissement, l'agrandissement du végétal par les extrémités. Puis, on va remettre une deuxième couche de produits, un engrais spécial fleur pour le faire fleurir. Moralité, ce rosier qui est très beau, espérance de vie chez Maya Loquet, 2 jours. 2 heures. Comme d'hab. C'est large. Dans un appartement, si on a la main vraiment verte, 15 jours, 3 semaines, allez, 1 mois. Dans le jardin, 2 ou 3 mois, mais il est pratiquement impossible de le garder vivant. Ces Pourquoi? plantes Tu ne- peux pas le rempoter? Parce que ces plantes ne sont pas faites pour être gardées, elles sont faites pour être achetées. Le rempoter, Ah c'est ouais, mais tout enfin, à fait si c'est plein de possible. produits chimiques, Alors, c'est quand même pas une super idée de Mais les dis donc, acheter, Alain, du même coup. toi, tu n'arrives pas à le conserver en vie un peu plus longtemps. parce Même que je toi. suis, moi, particulièrement doué. Mais Je tout sais. le monde n'a pas pas ton mon talent, je Oh, plaisante bien. Voilà. Non, il est très dur parce que quand on rempote ce végétal, sur les sites internet, on va nous dire qu'il est possible de le planter dans le jardin. Il est possible de... 1, la plante ne supportera pas les courants d'air. 2, le simple fait d'en le mettre dans une autre terre, le simple fait de l'arroser normalement, Ça va va traumatiser. faire que les produits régulateurs de croissance ne vont plus jouer. La plante va se développer normalement, sauf qu'elle n'a pas au fond d'elle les éléments pour assurer une bonne croissance. Ah oui. Souvenez-vous, il y a très longtemps, les femmes chinoises avaient les pieds bandés pour éviter que les pieds... Eh bien, quand Oui, c'est on vrai. retire au bout de 40 ans le bandage, le pied ne se met pas à grandir pour autant. Parce que malheureusement, le processus de croissance A été est, stoppé. comment dire, et j'espère que mon exemple n'est pas indélicat, je ne me permettrai pas de me moquer du handicap chez certaines personnes. Donc le problème, c'est que ces plantes sont fabriquées artificiellement, elles sont bloquées à coups d'engrais, n'empêche que le résultat est quand même bien beau, bien agréable. Et je te propose, Maya. On va d'aller regarder, voir oui, quelques parce qu'on en a exemples. un petit assortiment Et- là-bas. Je voudrais te complimenter pour cette jupe merveilleuse. Cet hommage au végétal. Très, très, très fleurie. Tout à fait. Est-ce que toutes les plantes peuvent avoir leur version comme ça, mini? Oui, c'est-à-dire que là, c'est pareil pour les campagnols. Regarde comme c'est beau. Très joli. C'est très joli. J'en profite également pour revisiter un petit peu ta compétence végétale. Et Dieu sait si elle est grande. C'est Si sûr. je t'offre une fleur rouge, Oh, tu brûles de passion pour moi, non? c'est exact. Ah, bah oui. Et si je t'offre une rose Ah, tu as jaune, quelque chose à te reprocher. non, à toi, ça veut dire que vous êtes volage. À moi? Eh ben oui, oui, oui. Donc Non, si c'est demain, toi qui dis, Non, pardon, non. j'ai un truc à me reprocher. Quand on offre un bouquet de roses jaunes à une femme, on veut lui signifier qu'elle est volage. Si un gueux t'offre demain un bouquet de roses jaunes, tu ne plaisantes pas, tu gifles. D'accord, Mais très ça- bien. Alain, Parfait. Alain, si t'offres ça, ça veut quand même dire aussi que t'es un gros radin, non? Pas forcément. petit, non Non, ça dépend parce que c'est quand même joli. Actuellement, il y a une mode pour les cactés, par exemple, pour les plantes dites grasses. C'est joli, ça permet une diversité et ça permet aussi et surtout de se créer de mini-jardins. Petites plantes, petit jardin, tu peux te permettre des compositions magnifiques. Oui. Est-ce que c'est le même principe que les bonsaïs? C'est à peu près, c'est le principe en fait des impôts français. On étrangle, mais on ne tue pas. Belle comparaison. Ce qui veut dire non, mais c'est ça. Donc, la plante, effectivement, est maintenue. Elle est arrosée pile comme elle a besoin. Elle a besoin de la lumière parfaite, mais on l'empêche de se développer
en prévoyant un contenant minimum, en mettant des engrais. Écoute, je n'ai pas regardé ce rosier avant, je peux te garantir qu'il est déjà plein de petites racines. Regarde bien. Ah oui. Comment une plante aussi petite a-t-elle pu faire autant de racines en aussi peu de temps? Elle est bombardée d'engrais. La plante a des engrais pour développer les racines, puis elle se développe, régulateur de croissance. On met de l'engrais uniquement pour les fleurs car ça existe, on obtient les petites plantes. Donc si tu rempotes le végétal, elle va vivre un traumatisme. Que va-t-il se produire? Toutes ces Tout petites d'un coup, elle va avoir racines. de l'espace. Vroup. Eh bien oui, elles n'ont qu'une envie, les petites racines. C'est de s'échapper, de s'épanouir. Eh bien, tu as raison de conquérir le territoire Bah oui. au détriment du feuillage. Eh oui. C'est la raison pour laquelle on plante les végétaux en automne, pour permettre aux racines de bien s'installer. Et quand elles sont installées, le feuillage peut alors se développer. Donc les plantes risquent de subir un traumatisme. Est-ce qu'il faut beaucoup les arroser, ces plantes? Alors, mini-plante ne veut pas dire mini-arrosage. Mais vu que le godet est plus petit, on mettra moins de terre, mais proportionnellement, on arrosera exactement une plante petite de la même manière qu'une grande plante, en tenant compte de son volume. Les orchidées, la même très chose. joli. Alors, petite précision pour les orchidées. Elles ont vraiment été bloquées chimiquement, mais par contre, on peut les garder. Une orchidée comme celle-ci, On Phalaenopsis pour les scientifiques, eh bien, est une plante qui peut largement fleurir 3 ou 4 mois et que l'on peut garder d'une année sur l'autre si on sait couper la hampe florale, troisième et œil. tu le sais. Au troisième Voilà, œil. donc on coupe à peu près à 2 ou 3 cm et effectivement, elle pourra repartir. Mais ce sont des plantes, quand elles sont petites, qui sont généralement beaucoup plus fragiles, beaucoup plus délicates, que l'on ne peut pas mettre en extérieur, que l'on ne peut pas mettre près d'un radiateur. Pas à Ce la sont- lumière, pas plus À la que- lumière, qu'une si elle le autre. demande. Ouais. L'orchidée, non, jamais de soleil direct. Les campanules, on peut les mettre, au soleil direct. Les rosiers, on doit les mettre au soleil direct. Mais malheureusement, ce sont des plantes qui sont petites. Alors, ce qui est extraordinaire avec Maya, c'est que Pourtant, là, il n'y avait pas de démonstration, il n'y avait rien. avant cette émission, donc on s'est vu quand même ici même, et elle s'était déjà Je suis piquée. piquée. Voilà. Mais pas celui-là, cette fois, Voilà. je suis Alors, certains cactés, attention, sont vénéneux. Non, pas celui-là, attends. Ah bah, attends, tu rigoles. Ça- bah, évidemment, ça- non, mais oui. non, je plaisante. toute rouge. Voilà. Alors, petit truc, j'en profite. Quand vous êtes un peu maladroite, j'emploie le féminin, et vous êtes mis des petites épines, il peut y avoir de toutes petites qu'on ne voit pas. Un truc tout bête. On n'appuie jamais parce que tu enfonces les épines, tu prends du scotch, tu le mets dessus et tu arraches. D'accord. Ça va emmener les petites épines. Mais attention, il peut y avoir parfois de mauvaises réactions. Soyons prudents avec les cactés. On verra je dans un surveiller quart d'heure, ça. d'ici un quart d'heure. Ouais, Le c'est vois ça. ça, le C'est quoi, tournesol, ça là. Alors ça, c'est une très belle invention, je trouve ça très drôle. Je crois que Fabien connaît ce système-là. Un pot. Alors tout est vendu en kit. Un pot, un ensemble de terre, du guindeau, etc. à l'intérieur, et des petites graines. On met ceci, on met dans le pot, on met de l'eau, 2 fois le volume de la terre, Ouais. on On sème plante la par-dessus graine. la petite graine, et apparaît un tournesol. Un tournesol. Eh ben oui. Un gros Bah non, parce que imaginez, tu sais, les tournesols des campagnes. Ah ouais Oui, Ça mais existe, ça. les mini tournesols, j'en ai jamais vu. Eh bien là, ça existe maintenant. Alors, effectivement, il ne faut pas rêver. On sera obligé de le rempoter certainement, mais c'est amusant. Ça permet, si on n'a pas beaucoup de temps, d'avoir chez soi des petites fleurs. Pourquoi ne pas se créer un champ de tournesol? Oui, Eh, bonne idée. Tu as Van Gogh chez toi. C'est ça, un peu. Ça a de l'allure. Jusqu'à quel point on peut miniaturiser? Ça pourrait être encore plus petit que ça? Il y a aujourd'hui des passionnés qui sont capables de prouesses, de créer des jardins vraiment miniatures. Il y a la mode également des grandes bouteilles, tu sais, où l'on met les petites plantes à l'intérieur. Oui. Avec un avantage, c'est que la bouteille est verte généralement. Or, quand la bouteille est verte, les rayons du soleil sont transformés et la photosynthèse ne se pratique pas normalement. La plante donc ne peut pas se développer. Dans une petite bouteille, les plantes restent à taille normale. Elles ne se développent pas, elles se maintiennent. Mais il y en a qui sont capables d'avoir des toutes petites plantes, mais c'est du boulot et il faut Ouais. vraiment avoir la main plus que verte. Et si on résume alors, la seule finalement, si on doit offrir une plante miniature pour que la personne qui la reçoit la garde un peu, c'est l'orchidée. en Alors, fait, hein, l'orchidée, le rosier, on a quantité de personnes âgées, je parle des dames souvent, qui ont vraiment une passion pour le végétal, qui sont capables de garder dans leur jardin des rosiers miniatures pendant quelques mois, mais ce sont des passionnés qui Oui, sont c'est capables de regarder une plante et simplement, au premier regard, de voir ce qui ne va pas. Mais généralement, les plantes miniatures, je parle à fleurs, comme les orchidées, comme les rosiers, ne sont pas faites pour durer. Et c'est dommage. Le lierre, Et on au peut le final, je garder. te sens quand même très partagé sur cette histoire de plantes miniatures parce que tu nous dis c'est bien, c'est joli, c'est mignon, mais en même temps, c'est pas naturel, quoi. Moi, ce que j'aime dans une plante, c'est l'idée qu'elle puisse nous survivre. Quand on se promène dans un jardin et qu'on a devant soi un chêne qui a 300 ans, on se dit, il y a quelqu'un qui Ah l'a oui. planté. Et combien d'amoureux sont venus s'aimer au pied de cet arbre? Ces plantes-là, n'ont pas vraiment d'histoire. C'est difficile de s'aimer au. Comment au voulez pied de- comment Des voulez campanules. Elles n'ont pas de futur.
C'est ça. Est-ce qu'il y a de l'émotion quand il n'y a pas de futur? Je n'en suis pas sûr. Oh là là, nous terminerons là-dessus. On va réfléchir là-dessus. Non, mais laisse-nous une semaine. Ça peut être un sujet du bac. Oui, exactement. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Alain, de nous faire réfléchir. Ouais. On te retrouvera tout à l'heure pour les cas pratiques. Avant de passer à notre dossier du jour, c'est le moment du bilan de notre Soyons solidaires. On s'est mobilisé toute la semaine pour l'association Parrain par 1000 en partenariat avec la Banque Postale. Une association qui accompagne, qui soutient des mineurs qui en ont besoin, qui vivent dans leur famille ou alors qu'ils aient été confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est une action qui va se faire en parallèle des institutions et des familles. Et ce sont des bénévoles qui vont pouvoir proposer aux enfants de les accompagner à travers bon nombre d'activités. Voilà, c'est assez simple, hein. Il suffit d'avoir l'envie d'aider un enfant à grandir en partageant avec lui quelques activités, des activités culturelles, sportives. C'est vraiment au choix de chaque parrain, de chaque marraine. On a lancé cet appel lundi, on espérait avoir 30 bénévoles. Vous avez été 49 à vous proposer sur le site de la quotidienne France5.fr. Donc on est tout proche de cette barre symbolique des 50 qu'on aimerait bien dépasser. Donc je suis sûr qu'on aura notre 50e parrain d'ici la fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui se sont d'ores et déjà mobilisés. Si vous souhaitez rejoindre Parrain par 1000, ça se passe donc sur France5.fr ou au 41 555 en précisant bien votre nom. Et votre numéro de téléphone. Il y en a une qui suit. Mélanie qui Merci, a rejoint d'ailleurs l'association. Et oui. Qui est une marraine. Et Voilà. tu Bravo. nous raconteras cette expérience. Bravo et bravo à tous ceux qui se sont mobilisés. On va passer à notre dossier du jour. On vous parle aujourd'hui des piles et des batteries. Et moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment. Eh ouais, Corinne Charby. Ouais, on est bien content de l'entendre. Eh ouais. On passerait bien à 10 minutes. Il se vend près de 475 millions de piles et de chargeurs de piles chaque année en France. Et surprise, on en utilise de plus en plus. Alors entre la jetable et la rechargeable, quelle pile faut-il choisir pour quelle utilisation? Et puis comment les recycler, ces piles? On va répondre à toutes ces questions. On va aussi vous donner des conseils pour optimiser et réparer les batteries de nos chers téléphones ou ordinateurs qui s'épuisent bien trop vite. Vous pouvez réagir sur France5.fr ou sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour parler de tout ça, Marc Fournier, bonjour, bienvenue. Vous avez l'air très jeune et pourtant vous êtes brillant puisque vous êtes déjà le directeur marketing de Duracell France et Benelux. Donc en cumul en plus. Frédéric Edouin, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général de Corpile, un éco-organisme qui collecte et recycle les piles et les petites batteries. Et on a encore du boulot dans ce domaine, on en parlera dans un instant. Et enfin, Thomas Diévard, bienvenue, bonjour. Merci. Vous êtes le cofondateur et gérant de Cinétique, spécialiste de la réparation de téléphones mobiles, de tablettes et d'objets connectés. Donc on parlera plus particulièrement des batteries avec vous. Jouets, télécommande, appareils photo ou encore réveil, les piles sont encore la source d'énergie de bon nombre de nos appareils. 59 piles, on en compte 59 dans chaque foyer. Et aujourd'hui, eh bien, on a le choix entre les piles classiques, c'est-à-dire les jetables, et les piles rechargeables qui sont encore assez marginales, vous allez le voir. Alors, qui remporte le meilleur rapport qualité-prix? Réponse à l'issue du match orchestré par Fanny Chauvin. Piles rechargeables contre piles jetables, lesquelles ont le meilleur rapport qualité-prix. Le combat peut commencer. Et on débute avec un critère essentiel, le prix. Et sur le long terme, il n'y a pas photo. Les piles qui coûtent le moins cher, ce sont de très très loin les piles rechargeables. On a fait un comparatif pour une manette de jeu qu'un enfant utilise tous les jours pendant un an. Nous étions donc en pile jetable à un coût de 370 € et en pile rechargeable à un coût total de 20 €. Soit près de 350 € d'économie. Alors un premier point pour les piles rechargeables, beaucoup plus économiques et écologiques. Mais au moment de l'achat, les piles rechargeables demandent un investissement. En moyenne, 30 € pour le chargeur avec 4 piles, au lieu des 6 € pour un paquet de piles jetables. Alors, comment s'explique cette différence de prix? Il faut aller voir du côté de la composition. Dans une pile rechargeable, vous n'avez pas du tout la même chose que dans une pile non rechargeable. Il y a du zinc dans une pile non rechargeable qui est beaucoup moins cher que ce qui est dans une pile rechargeable qui est du nickel. Mais entre piles rechargeables et piles jetables, lesquelles durent le plus longtemps? Nous les avons soumises à un test. 2 voitures téléguidées identiques et dans la première des piles rechargeables, dans l'autre des piles jetables, toutes de moyenne gamme. Et c'est parti!
Pour éviter de les poursuivre pendant des heures dans le magasin, nous les avons stoppés. Retour au garage et à l'envers. Après 2 heures d'endurance, on prend leur tension pour voir si elles résistent au choc. Initialement, on avait une tension de 1,6 volts pour les non rechargeables et maintenant, elles sont à un peu moins d'1,2 volts. Donc elles ont perdu 0,4 volts chacune de tension, alors que les rechargeables, elles, qui étaient initialement à 1,3, 1,4 volts, elles sont entre 1,2 et 1,3 volts, donc elles ont perdu moins de 0,2 volts de tension. Les piles non rechargeables sont moins adaptées à cette utilisation intense que les piles rechargeables, qui ont beaucoup moins perdu de tension de fonctionnement. Un deuxième point pour les piles rechargeables. Elles sont donc plus adaptées aux appareils énergivores. On utilisera principalement des piles jetables pour des appareils qui consomment très peu. Une télécommande de télévision, un petit radio-réveil, des petits appareils dans ce genre-là. Et plutôt les piles rechargeables sur des choses qui consomment énormément, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, comme les jouets pour enfants, les souris d'ordinateur qui consomment énormément, les appareils photo. Là, effectivement, ça deviendra très vite beaucoup plus rentable d'utiliser des piles rechargeables. Mais quelles piles tiennent le plus sur la durée? Au bout de 2h30 d'effort, on constate les premiers signes de fatigue. Quand je m'éloigne, c'est la voiture avec les piles rechargeables qui s'arrête avant. Parce qu'en fait, les piles ont moins d'énergie, donc le détecteur ne capte plus le signal de la télécommande. L'expérience montre que les piles non rechargeables permettent une utilisation plus longue de la voiture. Mais l'avantage des piles rechargeables, c'est que vous allez pouvoir les réutiliser. Les piles jetables marquent un point sur la durée d'utilisation. D'ailleurs, elles peuvent fonctionner en continu pendant 9 heures dans une manette de jeu vidéo. Après, c'est poubelle ou plutôt point de collecte. Quant aux piles rechargeables, elles durent sur le moment certes moins longtemps, mais se rechargent. À l'infini? Sur les piles rechargeables, effectivement, il y a un nombre de cycles qui est indiqué. En général, c'est par exemple 1000 cycles. En fait, c'est dans des conditions vraiment optimales d'utilisation et c'est très rare de pouvoir utiliser les piles rechargeables sur ce nombre-là de cycles. Ça dépend de l'utilisation, de l'intensité d'utilisation, des conditions de stockage. Vous pourrez en réalité les recharger entre 200 et 300 fois, bien loin des 1000 cycles promis. Après, il faudra les amener à un point de collecte. Mais attention, les piles jetables ont une date de péremption. Elles se conservent au maximum 10 ans. Résultat du match, pour vos appareils énergivores, privilégiez donc les piles rechargeables. Vous ferez des économies et un geste écologique. Mais il ne faut pas éliminer les piles jetables, utiles pour certains appareils. En France, ces piles représentent encore plus de 80% des ventes. C'est la même proportion chez vous, Marc Fournier? Oui, c'est la même proportion. Grosso modo, 80% des ventes viennent des piles alcalines, type cette pile alcaline, qui est une pile 2A LR6 classique. Et après, on a les piles rechargeables et également les piles boutons, les petites piles boutons, que vous voyez ici, qui commencent à grandir. On a des appareils de plus en plus petits. De rechargeables, je comprends pas. C'est les consommateurs qui décident. Ah, mais on voit qu'à long terme, c'est quand même beaucoup plus économique. C'est quoi? C'est le prix d'appel Alors, c'est économique sur les appareils qu'on va utiliser beaucoup et qui sont gourmands en énergie. Ça ne sert à rien, par exemple, de mettre une pile rechargeable dans une télécommande. Il faut l'utiliser beaucoup, mais ça ne sert à rien parce que les télécommandes consomment très peu d'énergie. Et donc, à terme, c'est pas nécessaire. Une horloge, pareil. Ça peut être un jouet, ça peut être une manette, par exemple, de jeux vidéo. Par exemple, vous l'utilisez beaucoup. Appareil photo, oui. Ouais. Mais c'est vraiment les appareils qu'on utilise. Que les piles soient rechargeables ou non, le recyclage est le même? Non, le recyclage est différent. Le contenu des produits est différent, que ce soit des piles à usage unique ou des piles à usage rechargeable. Mais pour nous, consommateurs, quand on les rapporte à la collecte, on les glisse au même endroit? On les rapporte, toutes les petites piles et petites batteries, on les rapporte tous ensemble et après nous, on fait le tri. C'est ça, c'est vous et on verra d'ailleurs comment le tri se fait, mais pour nous, c'est au même endroit qu'on va les jeter et les collecter. En a reçu un SMS, vous parliez de la pile alcaline. Quelqu'un nous demande quelle est la différence entre la pile saline et la pile alcaline. Alors la pile saline, c'est une pile en fait, qui n'existe pratiquement plus en France. Donc la France, on est passé pratiquement sur l'intégralité du marché sur les piles alcalines. La technologie est différente dans la pile. Elle va durer beaucoup plus longtemps que la pile saline dans tous les types d'appareils. La pile saline avait des limites sur les appareils très énergivores, très gourmands. La pile alcaline répond à tous les besoins. D'accord, donc maintenant il n'y a plus que des alcalines pratiquement. Voilà. Les batteries de nos smartphones, tablettes, ordinateurs, elles sont faites en quoi? C'est des batteries donc au lithium. C'est ça, une batterie au lithium? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est une batterie qu'on va trouver dans un portable, par exemple. Dans un portable de dernière génération, pour faire un petit parallèle, justement, on peut voir, par exemple, ici, donc, la batterie, elle est gonflée, et à la base, elle était comme ça. Donc, qu'est-ce qui explique justement le fait qu'elle soit gonflée? Ça paraît un peu impressionnant, c'est un petit peu mou, bon, on ne sait pas trop justement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une batterie, tout simplement, sur laquelle
il y avait peut-être un défaut ou qui a subi justement un écart de température. Voilà. Donc le pire, vraiment la pire chose pour les batteries, c'est la chaleur. Ouais. Et le lithium, quel est l'avantage et les avantages inconvénients d'avoir des batteries au lithium? Alors justement, contrairement aux batteries qu'on pouvait retrouver dans les téléphones on va dire des années 2000, on avait justement, donc qui n'était pas au lithium, on avait un effet mémoire. Ce qui faisait que le téléphone, on disait toujours, il faut attendre que le téléphone soit déchargé pour le mettre en charge, pour vraiment optimiser justement la durée de vie de la batterie. Sur les batteries de nouvelle génération, sur nos smartphones, c'est plus le cas. Et justement, il y a vraiment un mythe qui n'est plus vrai. On peut maintenant charger son téléphone quand on veut. Je veux dire, vous êtes à 50%, vous dites, bon voilà, j'ai peur de tomber en rade en fin de journée. J'ai un chargeur, je le mets en charge, je vais gagner 50%. C'est même mieux, en fait. C'est même mieux. Et justement, pour terminer là-dessus, une chose à éviter, et là c'est vraiment le plus important, c'est attendre que le téléphone soit complètement déchargé. Ça, c'est vraiment le pire pour une batterie de téléphone portable. On disait que dans le sujet, on le disait il y a quelques instants, qu'il faut acheter ses piles plutôt en fonction de l'équipement, donc les rechargeables plutôt sur les appareils qui consomment beaucoup. Est-ce que vous avez autant la gamme est la même? Est-ce qu'il y a autant de formats sur les rechargeables et sur les jetables? Alors on a pratiquement les mêmes formats. Ouais. Après sur le rechargeable, c'est surtout les formats donc 2A LR6 et 3A LR03, donc c'est petits formats. Ouais. Après les formats C, D qui sont des formats plus gros comme celui-là, où la 9 volts sont plutôt présents surtout sur l'alcaline. Pourquoi il y a autant de... C'est compliqué. Ouais, Pourquoi il y a autant de Pourquoi on formats? n'a pas trouvé un truc simple, genre 1, 2, 3 par exemple? En fait, nous, on est dépendant des appareils. En fait, on développe les piles qui vont dans les appareils. Il y a beaucoup de besoins. Et qui est-ce qui s'occupe de faire les normes LR6, LR03? Qui est responsable? Appelez-nous le responsable. On veut le coupable. Il y a des normes internationales. C'est ça, c'est international. On a reçu un autre message en préparant l'émission. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence de qualité entre une pile de marque distributeur et une grande marque? Vous allez forcément nous dire qu'il y en a une grande. Donc vous, sur la partie plutôt recyclage, est-ce qu'une pile de grande qualité, elle va mieux se recycler qu'une pile de marque distributeur? Alors, quand on parle de recyclage, on parle vraiment de matière, de contenant. Et en fait, quelle que soit l'architecture intérieure du produit, sa performance, on a des matières actives qui sont très similaires. On a beaucoup de zinc, du manganèse, du carbone pour les piles alcalines. Ouais. Donc c'est kiff-kiff, quoi. En termes de recyclage. En termes de matière, en termes de contenu, performance, on paye quoi de plus quand on s'offre une pile Duracell qui est plus chère que la plupart des autres? Alors, dans une pile Duracell, en fait, ce qui compte en fait pour la longévité de la pile, surtout, c'est le zinc qui est à l'intérieur. Donc là, j'ai une pile qui est ouverte. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est le zinc. Et plus vous allez avoir de zinc dans la pile, plus la pile va durer longtemps. Pour une raison simple, c'est quand vous achetez une pile, elle est à 1,5 volts pour ce format-là. Et au fur et à mesure de la vie de la pile, ça va diminuer. Plus la pile va être performante, plus vous allez avoir de zinc, plus ça va rester, ça va diminuer lentement et donc fonctionner plus longtemps dans l'appareil. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain moment, la pile va s'arrêter de fonctionner dans votre appareil. Vous avez un appareil très gourmand, à un moment elle va s'arrêter de fonctionner, ça ne veut pas dire qu'elle est vide, juste il n'y a plus assez de volts pour cet appareil-là. Pour cet appareil-là. Donc en fait, vous pourriez justement la mettre dans une télécommande, dans une horloge. Ça, les gens ne le savent pas. Et on avait lancé une étude. Il y a presque un tiers des piles qui sont jetées qui contiennent 40% d'énergie à l'intérieur. 40%? Ah oui. Parce que les gens ne savent pas. Donc ce qu'on a par exemple sur nos piles Duracell, on a un petit indicateur que tout le monde connaît pour mesurer la charge. Savoir si la pile est pleine ou pas. Exactement. Et en fait, ça mesure le voltage. Donc vous pouvez voir s'il reste de l'énergie après. Ah oui. Et surtout ne pas hésiter en fait à la mettre dans un autre Et appareil. à l'intérieur de votre gamme, vous avez des différences de qualité. Il y a certaines piles qui sont plus performantes que d'autres. Alors on a la gamme Ultra Power qui dure plus longtemps et qui a le testeur de charge. Donc plus longtemps que certaines de vos propres piles. Exactement. Donc on a la pile Plus Power et on a la pile Ultra Power. Donc vous avez plus de zinc? Il y a plus de zinc, exactement. Simplement. Exactement. Et quelle va être la différence de prix? La différence de prix. La moins grande puissance et la plus grande. Le prix qu'on recommande, après le distributeur est seul maître de son prix de vente, pour une pile, un pack de 4 piles sur Ultra Power, il est de 6,90 et il est de 5,20 pour le pack de Plus Power. Après, on disait dans le sujet qu'il y a le marketing quand même qui est important sur le prix des piles, donc on paye aussi un peu le petit lapin. C'est marrant les pubs. Petit lapin. Oui, certes, mais ça fait partie du prix. Ça nous fait pas marrer de payer cher. Non, la pile, en fait, il y a une vraie différence en termes de performance quand on regarde par rapport, quand on regarde la performance de la pile Ultra Power, par exemple, et savoir quand vous jetez des piles qui sont entièrement vides sans le testeur de charge, en fait, vous faites des économies en testant. En fait, c'est une pile qui coûte plus cher, mais à la fin, bout de ligne, vous faites une économie. C'est un argument, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'il faut regarder sur un emballage
de piles pour avoir toutes ces informations-là? Parce que vous nous dites plus power, ultra power et tout ça, mais Sur la puissance, est-ce qu'on a des Où est-ce indicateurs qu'on le voit, quand on ne ça connaît pas grand-chose? Alors sur les piles rechargeables, vous avez le mini-ampérage qui permet de guider, et donc c'est écrit sur le paquet, et donc là c'est assez clair. Sur la partie... quand il y a marqué par exemple 2000 mAh, voilà, c'est des ça veut dire quoi, ça mini-ampères-heure. Voilà, des mini-ampères-heure. Voilà, exactement. Et donc plus il y en a, plus la pile est puissante? Exactement. Donc ça c'est pour le rechargeable. Pour la partie alcaline, il n'y a pas de D'accord. normes qui permettent en fait de comparer les différentes Ouais, il y a gammes. rien de particulier. Donc en fait, sur le packaging, on essaye justement de mettre en avant par exemple plus 40%, le numéro 1, pour essayer de montrer la montée en gamme avec les codes couleurs, avec les pictogrammes, pour Ouais. expliquer aux consommateurs. Et sur les... Pardon, mais tu veux les Non, je parler, me disais, il n'y a pas de pourcentage de zinc en fait. On ne pourrait pas mettre le pourcentage de zinc qu'il y a dans la pile. Ce serait le plus simple. Effectivement, peut-être qu'on pourrait effectivement mettre pour comparer. Ça Je pourrait vais être donner une- l'idée. ça pourrait être une idée. Je vais appeler, Voilà. je ne sais pas, le Mais spécialiste. la Monsieur performance Duracell. en fait, d'une pile dépend aussi du type d'utilisation qu'on en a. Si c'est en continu, si c'est en discontinu, il y a énormément de cas de figure. Donc c'est difficile d'afficher uniquement une performance. C'est pour ça C'est un qu'on peu se au cas rattache par cas, aussi ouais. à des catégories de produits, à des... Ouais. Thomas Diver, classifications. quand on achète un appareil justement avec batterie, cette fois-ci, un téléphone, appareil connecté, est-ce qu'on a des informations sur la puissance de la batterie? On peut Oui, les bien trouver sûr. ici Alors, des informations, oui, il suffit d'aller voir sur Internet, regarder les fiches Ouais, mais techniques. sur l'appareil lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend par exemple deux téléphones avec une même batterie, justement, donc on parlait de milliampères, après, en fonction des caractéristiques du téléphone, forcément, l'autonomie sera plus ou moins bonne. Avec les téléphones, les derniers téléphones, on a des écrans qui sont toujours, de plus en plus grands, de plus en plus gourmands. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, si on prend une batterie d'un téléphone il y a 3 ans avec une même capacité par rapport à un téléphone pas la aujourd'hui, route. forcément, ça tiendra moins, c'est clair. Autre question de téléspectateur, est-ce qu'il faut changer toutes les piles d'un appareil en même temps et faut-il qu'elles soient toutes de la même marque? Oui, ça c'est important, c'est très important, les gens ne le savent pas. Mais il faut changer en même temps, pourquoi? Parce que si une pile est à moitié remplie et l'autre est complètement remplie, quand vous les mettez en circuit, ça va se mettre au niveau de la moins remplie. Donc l'appareil va moins fonctionner. Donc si vous mélangez différentes marques qui ont des technologies et qui ont un niveau de remplissage différent, ça va faire la Mais même chose. ça, la marque, ça joue pas beaucoup pour le coup. Si on prend deux piles pleines, neuves, de deux marques différentes. Non, parce qu'elles n'auront pas forcément la même composition à l'intérieur. Donc, comme la composition est différente, en fait, le Ça va voltage, jouer. ça va jouer. Ouais. D'accord. Donc, il faut changer en même temps. Et par exemple, si vous avez deux packs, même d'une même marque, un que vous avez acheté il y a 5 ans, qui était dans le tiroir, et un pack neuf, c'est pas idéal de mélanger. Et piles rechargeables, il faut forcément que le chargeur soit de la même marque également, vous allez nous dire? Non. Ça, non. Non, quand même pas. On peut mélanger. Après, nous, on s'assure que si on utilise les deux en combiné, on aura une meilleure performance. Mais vous pouvez tout à fait mettre une pile d'une autre marque dans un autre chargeur. Et comment vous faites lorsque vous remplacez la batterie d'un appareil? Parce que vous n'avez pas justement les mêmes fournisseurs que les fabricants, vous. Tout à fait. Alors nous, au niveau des batteries, donc il y a quand même des fournisseurs justement spécialisés dans la vente, dans la vente de batteries. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau donc, des batteries de téléphone portable, en fonction des marques, donc il y a, je ne citerai pas, mais il y a certaines marques où il est Vous pouvez y aller si possible. vous en citez 3, tout va bien. hein, mais... Pas de souci. Par exemple, si on prend, une marque, par exemple sur du Samsung, il est possible, de trouver des batteries Samsung officielles via des revendeurs agréés, il n'y a pas de souci. Après, via d'autres marques, comme par exemple la marque à la pomme. En effet, donc c'est une marque qui ne vend pas justement de batteries. Donc, il est possible, donc on a des fournisseurs qui nous fournissent donc des batteries qui vont être compatibles, où il faut faire très attention quand vous allez faire changer une batterie justement de téléphone portable. C'est que le magasin l'atelier qui vous change votre batterie soit bien sûr de la provenance de la batterie justement, et que les batteries respectent bien les normes. C'est vrai, mais d'un autre côté, on dit que c'est un foutoir total et que des fabricants de cellules, il n'y en a que 3 au monde et que tout le monde rerape, bidouille, remettent leur packaging derrière et qu'on ne sait même pas que d'une production à l'autre, c'est même pas les mêmes qualités. Il y a certains dangers dans les batteries quand même, quand on les utilise dans des engins puissants, comme les cigarettes électroniques. C'est totalement vrai, parce que nous, en fait, on s'assure vraiment. Mais c'est pas évident, et justement en fonction d'un arrivage de batterie, on les teste avant, parce que parfois on peut avoir une différence. Et Frédéric Edouard, les batteries mortes comme ça, vous les rechargez? Vous les recyclez? On les recycle, oui, tout à fait. Elles sont décomposées, on récupère pour l'essentiel par des traitements soit chimiques, soit de pyrométallurgie, donc on les fond pour sortir les métaux. Et généralement, c'est nous qui les amenons aussi, parce qu'il faut parfois les séparer de l'appareil, ou c'est vous allez Tout à fait, alors. Chez un réparateur L'idée, c'est vraiment de sortir les piles ou les batteries des appareils, sauf dans le cas où les appareils peuvent être réutilisés
potentiellement, notamment dans l'économie sociale et solidaire, il peut être intéressant de laisser notamment dans les batteries dans les téléphones. Mais par contre, tout ce qui est machine-outils, des jouets d'enfants, ça c'est une petite batterie de tracteur d'enfants, batterie d'ordi. En général, d'ailleurs, la batterie, elle survit presque à l'ordi. Et donc, ça se recycle tout à fait. Il n'y a pas besoin de le laisser dans la Et de la même manière, on les pose dans les mêmes points de collecte que pour les piles. Tout à fait. On les stocke chez soi, dans un cube à piles, dans un sac, ce qu'on peut. Mais on distribue beaucoup de cubes à piles, notamment. Et on les stocke, on les rapporte dès que l'on peut, dans n'importe quel magasin ou déchetterie. On en reparlera sûrement. Tout de suite. Et l'idée, c'est qu'après, vous nous les confiez et on les fait transporter, on les regroupe et on les fait trier. Alors oui, justement, qu'est-ce qu'elles deviennent ces batteries? Qu'est-ce que deviennent ces pauvres petites piles qu'on a lancées dans un point de collecte? Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce reportage de Fanny Chauvin. Et si derrière ces 10 piles se cachait une fourchette en inox? Pas de magie dans cette transformation, mais d'abord un geste simple. Il existe plus de 50 000 bornes en France pour collecter les piles et batteries usagées. Ces produits du quotidien représentent la part la plus polluante de nos ordures ménagères. En effet, ils contiennent des métaux lourds comme le nickel ou le mercure, présents dans les piles boutons. Il en suffit d'une seule dans la nature pour contaminer 1 mètre cube de terre ou 1000 mètres cubes d'eau pendant 50 ans. Pour limiter au maximum ce risque de pollution, l'État oblige donc les distributeurs et les fabricants de piles à financer et à organiser la collecte. Une fois que ces fûts sont pleins, nous contactons la société de recyclage pour un enlèvement. Il y a une fréquence d'un enlèvement de 2 fûts tous les 2 mois. Ces fûts vont peut-être être traités ici, à Dieuze en Moselle. Sur ce site, on recycle nos piles mais aussi nos batteries d'ordinateur ou de perceuses. Des objets que l'on peut valoriser à condition de ne pas les jeter dans nos ordures ménagères. Alors si une batterie, une pile ou un accumulateur est jeté dans une poubelle, elle va finir sa fin de vie dans le circuit des ordures ménagères. Et du coup, les 2 possibilités vont être soit l'incinération, soit l'enfouissement. Et dans ce cas-là, on va perdre les matières valorisables au sein de ces piles et accumulateurs. Alors quel est le procédé pour recycler du nickel ou de l'aluminium? Première étape, le tri. Toutes les piles n'ont pas la même composition et donc elles ne se recyclent pas de la même manière. Ici, cette machine sépare les piles et les piles boutons. Ensuite, Marie-Paul, à l'œil de lynx, sépare les piles en fonction de leur composition. Tout se fait manuellement. Grâce à la séparation des différentes catégories de piles et accumulateurs par couple chimique, on va pouvoir avoir des process sécurisés en aval du tri et des matières de qualité en fin de process qui vont pouvoir être remises sur le marché pour faire de nouveaux objets. Après le tri, chaque famille de piles est broyée dans ces machines. Elles sont déchiquetées, en ressortent 3 matières. Donc la première fraction que l'on récupère, c'est le papier plastique qui est en fait dû à l'emballage, à la coque extérieure de la pile. La deuxième fraction va être la partie métallique. Donc ça va être la coque extérieure de la pile ou de l'accumulateur. On va récupérer de la ferraille qui va être recyclée. Et la dernière fraction, qui est la partie active de la pile, qui s'appelle dans notre métier la black mass, qui va être récupérée ici. La black mass, c'est un peu l'or hors noir. Cette poudre contient tous les métaux lourds des piles et des batteries. Prochain objectif, isoler un à un chaque métal. Et ça se passe à l'extérieur. Dans ces bassins, on mélange la poudre noire avec des réactifs. Et comme par magie, ou plutôt grâce à une formule chimique tenue secrète, chaque matériau va pouvoir être isolé, transformé sous forme solide, puis extrait dans cette machine. C'est du nickel qui est sous forme de gâteau. Voilà. Et le gâteau, c'est ce qu'on obtient sur l'étoile ici. Et là, comme ça. Le nickel, mais d'autres métaux comme l'aluminium ou le cuivre sont extraits par le même procédé. Lors de cette dernière étape, ils deviennent des gâteaux revendus à des industriels. Ce nickel va être renvoyé vers des installations permettant de refaire des objets, de refaire du ferro-nickel, de refaire des aciers inoxydables et derrière avoir de nouveaux objets qui vont être des objets de la vie du quotidien comme des couverts, des couteaux, des fourchettes ou peut-être même des pinces ou des grilles à barbecue. Grilles de barbecue mais aussi satellites ou carrosseries de voitures. Les composants de nos piles peuvent se retrouver partout autour de nous, à condition de les ramener à un point de collecte.
Car seulement 40% de nos piles sont recyclées, l'Union européenne impose l'objectif de 45% d'ici la fin de l'année. Allez, 5% encore d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui manque pour atteindre cet objectif? De la pédagogie, d'autres points de collecte? Il manque en fait de la discipline. Alors c'est peut-être pas forcément le plus facile. On est déjà très bon en France puisqu'on est à 40%, donc 4 piles sur 10 sont collectées et recyclées chaque année. Certains pays d'Europe arrivent à... Oui, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que les 60 autres % vont à la poubelle, heureusement. Il y en a énormément, une très très grande proportion qui est gardée dans les tiroirs, qui continue de rester dans les appareils, déjà d'être en usage, mais aussi de vivre dans les appareils. On estime qu'il y a à peu près un quart, 25% des piles qui malheureusement, elles, finissent à la poubelle. Donc c'est ça vraiment qu'il faut en premier lieu arrêter de faire totalement, ne pas les mettre à la poubelle. Et pourtant, les Français disent, et on le sait par de multiples études, 80% des Français disent trier les piles, ne jamais les mettre à la poubelle et mettre de côté. Eh bien, Fabien va nous le confirmer. 84%. À cette étude aussi. Exactement, une étude qui vient d'être faite par Brent Van du cabinet d'études. Oui, 84% disent, les Français disent trier les piles. 79% seulement affirment les rapporter dans un point de collecte. On les garde chez nous, en fait. Alors, ça. dans le détail, ça que donne je fais, quoi 9% des gens les mettent de côté et les ramènent jamais. Un point de collecte. Pas encore, on ne sait pas, ça va peut-être venir. Ça, c'est le cas Thomas Hill. Je ne sais pas où est mon point de collecte, alors je les garde chez moi, je les accumule, j'en ai plein. Et alors, attention, parce que 5% des Français les mettent de côté comme toi, et ils les finissent par les jeter à la poubelle. Je ne sais pas si tu en es déjà arrivé là, à te dire, bon, j'en ai marre, tu as un tas comme ça, tu es au milieu de ta cuisine, tu dis, bon, c'est non, c'est horrible ça. 7% des Français les jettent directement à la poubelle. Je crois que c'est ton cas, Maya. Non, pas du tout. Non, peut-être qu'il y en a une qui a fini à la poubelle par accident, mais non. Par accident, pardon. Vous avez confondu avec Gérard. Le profil est assez similaire, excuse-moi. Mais Thomas dit qu'il ne sait pas où sont les points de collecte. Il y en a 50 000 quand même en 50 000 en France. Alors, pour faire simple, tous les magasins, tous les points de vente sont obligés de les reprendre. Alors, obligés de les reprendre. Tous les magasins de pain, de fruits, de légumes? Non, qui vendent des piles. Ah, voilà. Mais en fait, quasiment, à part l'alimentaire, quasiment tous les magasins. N'importe quel supermarché, par exemple, on peut ramener ses piles. Hyper, Supérette, le Supérette en bas de chez vous, le magasin de bricolage, le magasin d'électronique. Même si on n'achète pas un objet, on arrive comme ça, aucun problème. C'est quelque chose de légal. Non, mais le seul truc, c'est qu'il faut penser à les prendre avant de partir de la maison. C'est ce qu'on se disait pendant les Tout à fait. Et repérer près de chez vous où sont les points de collecte. Si vous avez repéré une fois un endroit, vous les amenez systématiquement. Mais il y a une multitude de points de collecte. On a une personne qui nous demande est-ce que c'est dangereux de jeter une pile dans la poubelle? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est plus vraiment dangereux parce qu'il n'y a plus de mercure dans les piles, dans aucune pile, y compris dans les piles boutons. Il y a éventuellement quelques métaux lourds dans des rechargeables, mais qui sont une fraction très très faible. Donc il n'y a pas un énorme danger environnemental de toxicité. C'est plutôt un gâchis en fait, c'est ça? Il y en a, voilà, il faut éviter, il faut prévenir tout risque de toxicité, mais surtout, il y a plus de la moitié, il y a plus de 50% de la matière qui est des métaux qu'on récupère et qu'on n'a pas du coup à extraire. Et il va manquer de plus en plus de métaux à extraire. On parle du cuivre, il y en a un tout petit peu dans les piles, mais il y a surtout à venir le zinc, le manganèse, les aciers. Tout ça, ce sont des denrées des métaux, des matières qu'il va falloir de plus en plus récupérer dans nos mines urbaines, chez nous, pour éviter d'avoir à les extraire. Parce que l'extraction coûte de plus en plus cher et très intensive d'un point de vue. Il n'y a aucun danger non plus si la poubelle commence à chauffer en plein soleil l'été et qu'il y a des piles dedans qui s'entrechoquent, tout ça. Pour rassurer simplement le... Non, mais parce que quand on dit qu'il y a une pile qui fuit, qu'est-ce qui se dégage? Alors c'est quoi qui part? Souvent, sur les plupart, c'est du chlorure de zinc. C'est alcalin, une petite réaction, mais voilà, il faut éviter de se maquiller avec ça, mais vous l'avez libre, il n'y a aucun problème. Et quand on met ça dans la poubelle jaune, la poubelle recyclage, qu'est-ce qui se passe? En fait, on travaille beaucoup avec tous les opérateurs, c'est pas le flux principal, il faut vraiment les apporter dans un flux dédié, ça évite toute perte. Mais il y a certains accords avec les emballages pour éventuellement récupérer les fractions non adéquates, les fractions intrusives. Si on retrouve des piles dans un tiroir justement et on se dit là, ça fait combien d'années que je les ai là, on peut les recycler jusqu'à combien de temps après l'achat? Aucune limite d'âge. Non, ça c'est pour la performance, la date de fraîcheur, mais vraiment les piles, c'est des métaux. Une fois en plus que la réaction chimique a eu lieu dans le produit, ils sont inertés, donc il n'y a vraiment aucun problème. On récupère la matière active qui est en fin de vie, et sous forme d'alliage, sous forme de métaux purs, et c'est vraiment de la ressource qu'on récupère. Pour illustrer,
Avec les piles, on fait des toitures, on fait des gouttières, on fait des glissières de sécurité d'autoroute, on fait des bornes de circulation. C'est les inox qui On vont. fait des piles aussi. On fait aussi des piles dans certains cas. Certains zincs purifiés peuvent retourner dans les piles. Avec pas mal de métaux, notamment qu'en fait, le plomb, on retourne dans la batterie. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on le voit, hein, vous avez tout, vous broyez tout en fait. Hein. La pile, elle n'est pas démontée. Le plus souvent, oui, le plus souvent. Ça devient une pâte, quoi. Ça devient ça. Hein. Voilà, le plus souvent c'est broyé. On extrait ce qui n'est pas intéressant, comme qui va être brûlé, mais bien filtré pour éviter toute émanation toxique. Donc on extrait les papiers, on met de côté tout ce qui est magnétique, donc les métaux, les métaux type fer, acier, et puis tout le reste. Ils sont triés dans l'eau, c'était assez fascinant de voir ça Voilà. dans le sujet. Alors, est-ce que tout est trié en France? Tout est trié, pour la grande majorité, trié en France ou vraiment aux proches frontières, puisqu'en fait, on est vraiment sur un marché européen. La France est un des bons élèves en Europe, pas le premier, mais pas le dernier non plus. Et l'Europe est une des rares régions du monde qui collecte et recycle ses piles, d'où l'objectif européen de 45%. Ouais. On s'est même fixé, nous, d'aller le plus vite possible d'ici 2020 à 50%, une pile sur deux. Bon, c'est un objectif. Ce sont les Allemands qui recyclent le mieux, non, comme d'habitude? Ils sont pas mauvais. Oui. Ah non? Et non. Les Scandinaves. Les Belges. Les Suisses. J'adore ce jeu. Alors les Belges sont bons. Ouais. Les Belges sont bons, les Suisses sont très bons. D'accord. Et autre question de téléspectateur, est-ce qu'une pile de mauvaise qualité peut endommager un appareil? Si la pile fuit dans l'appareil, oui, l'appareil peut être endommagé. Parfois, il peut être récupéré en nettoyant bien, mais il peut être endommagé. Il y a un risque quand même. Ouais. Petit conseil qu'on peut donner justement pour ménager un peu sa batterie de téléphone cette fois-ci. D'abord, est-ce qu'elles se valent toutes les batteries en termes de qualité selon les marques? Ouais, hein. Toujours oui, en fait, tout dépend après de l'utilisation. Après, sans vouloir généraliser, on peut considérer que les batteries d'une marque à une autre, sont équivalentes. Non, tout à fait. Vraiment, la première chose sera vraiment d'utiliser un chargeur, le chargeur donc fourni avec le téléphone ou un chargeur, donc le chargeur de la marque ou un chargeur certifié. Un téléphone, quand vous mettez en charge votre téléphone, il arrive à 100%. Avec un chargeur certifié, la charge s'arrête. Ce qui fait que le téléphone se repose. Voilà, il se repose, mais la batterie ne continue pas de charger. En revanche, avec certains chargeurs que vous pourrez trouver dans certains points de vente ou dans des petites échoppes pas chères, le risque, c'est que le chargeur ne soit pas certifié, et que le téléphone, quand il est chargé, la batterie, quand elle est chargée, elle arrive à 100%, mais elle continue de charger. Elle va avoir tendance à chauffer. Et je pense qu'on a tous déjà vu un petit peu des vidéos ou des dossiers sur Internet, une batterie qui a explosé. Donc voilà. Donc ça, c'est ça. Donc vraiment, il faut le téléphone ne gère pas ça. Le téléphone ne gère pas. Voilà, tout à fait. Le GPS, des choses comme ça, ça peut entamer la batterie aussi. Enfin, en tout cas, la faire travailler un peu trop. Ça c'est indéniable, surtout quand le téléphone est branché sur l'allume-cigare. Donc déjà le téléphone, comme on a dit tout à l'heure, le pire ennemi de la batterie, c'est vraiment la chaleur. Ouais. Quand un téléphone est en charge, on se rend compte qu'il a tendance un petit peu à chauffer. Oui. Quand on l'utilise pendant la charge, c'est le pire. Il faut vraiment éviter. Quand vous mettez en charge votre téléphone, vous le posez, le mieux avant d'aller vous coucher, vous le posez, vous le retournez et vous le prenez. Limite, on le met en mode avion, quoi. En mode avion, voilà, ou même on peut le laisser allumer, après c'est plus pour les ondes. Il paraît que quand on le met en mode avion, il se recharge encore plus rapidement. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce que justement, toutes les fonctionnalités réseau, Wi-Fi, etc., justement, elles sont coupées, donc le téléphone aura tendance à se... Et quand on le charge dans le train ou dans la voiture, on a l'impression que ça chauffe aussi beaucoup. C'est une erreur, ça, de recharger la voiture, donc tout dépend encore une fois du chargeur que vous allez utiliser. Donc il y a des chargeurs allume-cigare de bonne qualité et de mauvaise qualité. Sur certains chargeurs allume-cigare, vous allez avoir un petit fusible qui va avoir justement la fonction de gérer les problèmes d'écart de tension. Donc le chargeur allume-cigare, faire très attention, prendre un chargeur de qualité, encore une fois certifié. Charger son téléphone dans le train, je le déconseille. Il paraît que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi ? On a eu nombreux clients qui sont venus nous voir en nous disant voilà, j'ai mis mon téléphone à charger dans le train, il s'est mis à chauffer, il s'est coupé, il démarre plus. On regarde, en fait, c'est un problème de batterie, ça tue les appareils. Voilà. Ah ouais. Donc le train, on évite, parce que justement quand le train roule, on n'est pas sur justement on n'est pas sur un courant continu, ce qui fait que le chargeur va très mal, enfin le câble et le téléphone va très mal gérer justement cet écart et on peut avoir un écart important et le téléphone pareil pour les ordinateurs alors.
Pareil pour les ordinateurs. Oh là là. Ah ouais, attention, Le train, Gérard. on évite. Oui, En moi, prenant je le laisse train. toujours branché Ah mon ouais. téléphone. Mauvaise idée. Et pour préserver ses piles, il y a une solution aussi ou pas? Pour préserver ses piles, Ouais. Il y a des petits gestes ou pas? des petits Ou gestes. pas Alors, pas de chaud, la chaleur est l'ennemi de la pile, Ah, aussi. l'humidité, également les chocs. Donc c'est les 3 éléments qui vont influencer la longévité de la pile, parce qu'une pile dans le tiroir va commencer à se décharger au fur et à mesure. Et en faisant déjà attention à ces 3 choses, on maintient la Donc il ne faut longévité pas de la avoir pile. forcément trop de piles d'avance et les stocker comme ça dans un Après, elles endroit vont durer chaud, longtemps, parce qu'en gros, on garantit qu'elles vont durer 10 ans. Au bout de Ouais. 10 ans, on garantit 80% de la charge. S'il n'y a pas eu de changement de température, D'accord. d'humidité. Et dernière petite question, les piles écolo, ça existe ou pas? Les piles bio? On a des piles rechargeables, on a des piles alcalines, Ouais. des piles rechargeables. On a On pas a fait les mieux 2 encore. offres. Les piles à eau ou les piles à bois ou les piles à... Non, On n'a pas encore vu. non. il va falloir Non. bosser un peu. Alors, Ouais. les piles sont très standards dans un même contenant. Ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ouais. Elles sont de plus en plus performantes. Donc c'est quand même un premier geste environnemental. Ouais. C'est que dans une même matière, pour un même voltage, elles ont délivré de plus en plus d'énergie. Et nous, cette énergie-là, on la recycle. Ouais. C'est ça qui Et Ça, à mon avis. effectivement, c'est De plus en super plus. simple de la recycler et c'est bien aussi de voir ce qu'on peut en faire. Et en l'occurrence, beaucoup de choses. Donc, on a appris pas mal de choses, notamment sur le recyclage dans ce dossier. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à Apolline Men qui nous a aidé à préparer ce dossier. On vous signale que le 5 mai prochain, on va vous proposer une émission spéciale consacrée aux impôts. Oui, on va vous aider à remplir votre déclaration de revenus si vous avez un peu de mal. Donc, vous pouvez Et on poser fait toutes tourner vos les questions. serviettes. C'est ça. Posez toutes vos questions sur France5.fr. Fabien Bordu, mais également nos invités spécialistes Surtout. de la question répondront à vos interrogations. Allez, on va retourner dans les canapés, rejoindre Alain qui nous attend pour répondre à vos cas pratiques. J'adore parce Ça que va, là tout le monde profite du temps du jingle pour tousser un maximum. Un peu. Parce que les micros Les allergies sont de coupés. printemps. Voilà. Effrayant. Premier cas pratique pour toi, Alain. Nous sommes en ligne avec Paul. Non. Mais oui, Si. bonjour Paul. Bonjour. Vous nous appelez de Mayenne, dans les Bouches-du-Rhône. Eh oui. Bienvenue dans la quotidienne. On écoute votre question pour Alain. Alors voilà, j'ai un jardin potager et je suis carrément envahi par les courtilières. Ah. Et qu'est-ce qu'il faut bien y faire, je ne sais pas trop. Par des quoi? Des courtières. Les courtilières. Les Qu'est-ce que c'est? courtilières. Oui, on les appelle Qu'est-ce que aussi, c'est que ça bonjour Paul, on les appelle aussi les taupes grillons. Ce sont des insectes, c'est ça. des sacrées bestioles. Très, très jolie bestiole. Ah hein, oui, dis donc. ça fait Non. presque 10 cm de long, certains. Non. Alors Paul, vous avez peut-être remarqué quand vous bêchez votre jardin qu'il y a des galeries. Ah oui. Eh bien alors, le petit truc tout bête qui va tout régler, vous repérez une galerie, vous enterrez tout simplement une boîte de conserve, vide bien Oui. évidemment, Oui. sinon ça n'a aucun intérêt. Vous remplissez la boîte de conserve de moitié d'eau. Oui. Vous remettez par-dessus, juste au-dessus, un petit peu de carton, de la terre, la courtilière continue d'emprunter le passage, tombe dans la boîte et se noie. Crac. Ça peut paraître sot. J'ai tenté l'expérience dans le potager de Versailles, ça marche. Par contre, Paul, la difficulté consiste à bien repérer la galerie et bien sûr de mettre plusieurs pièges à courtilière et encore beaucoup plus simple, à certains endroits dans votre jardin, vous faites simplement une tranchée avec la bêche. Vous recouvrez avec du carton, vous mouillez, le lendemain matin, vous y allez, vous retournez, il y a des chances que vous en trouviez. Ah oui. Et là, vous les attrapez c'est et vous les jetez chez le voisin. C'est fort. Évidemment, toujours. Elles arrivent chez nous. Et le tourteau de ricin. Oui. J'aime pas en parler parce que le tourteau de ricin est efficace contre les courtilières, mais extrêmement toxique pour les petits animaux. Je pense aux chiens. Eh oui. Un Eh oui, chien c'est va en ça, manger, il va en mourir. J'aime pas beaucoup cette idée. Non. Mais souvenez-vous également, et je fais très vite, qu'il faut pratiquer la rotation des cultures. Si tous les ans, Paul, au même endroit, vous produisez les mêmes légumes, la courtilière pas folle, Pas bête. elle attend sur place la nourriture pour l'année suivante. Donc changez, inversez l'emplacement des légumes, mettez les boîtes de conserve 2 ou 3 tranchées et foi de baraton, dans 5 ans, il faut du temps. Vous n'aurez plus de courtilière. Dans 5 ans. Pour ne plus en avoir du tout, oui. Bah, s'il y a une colonie, s'ils sont... Attendez, apparemment, d'après Paul, il y en a des centaines. Ah ouais. Ah Bon, oui, il y en a, Paul, il y en a. boîte de conserve et eau, crac, vous les Allez. noyez et vous les Voilà. trompez en cultivant ailleurs. Et vous verrez, ça marche. Bon. Ça marche avec une bonne dose de Roundup, hein, bien sûr. Évidemment. D'autant plus que là, c'est un désherbant. Je vois pas ce que ça viendrait faire contre une Ça fait rien. Eh ben ça fait voilà. rien. Tout le Roundup. Allez, Paul, on vous Non. embrasse. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt, bientôt. Paul. Ah, c'est les gens qui vivent en ville. Oh, c'est jeune. La jeunesse.
Yes. Mélanie, question de Sophie de Montreuil. Le délai de rétractation de 14 jours pour un achat en ligne s'applique-t-il quand on va récupérer sa commande en magasin, dans les points relais? Ah oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez payé sur Internet, qu'ensuite vous alliez chercher votre colis à la poste ou dans un magasin, en fait, ça n'importe pas. C'est le délai de 14 jours à partir du moment où vous avez payé sur Internet. Donc, juste méfiez-vous des cas particuliers, comme certains sites sur lesquels vous achetez, puis on vous propose, si vous voulez aller retirer votre paquet dans un magasin relais, de payer au moment où vous retirez votre paquet sur place. Bah là, du coup, c'est pas considéré comme de la vente à distance, c'est considéré comme de la vente dans le magasin, même si vous avez commandé et réservé vos affaires ou vos vêtements ou votre nourriture en amont sur Internet. Et donc là, vous n'aurez pas le droit au délai de rétractation. D'accord, très bien. Gérard, le prochain cas pratique est pour toi. Hélène James s'est rendue dans le Haut-Rhin, à Pfastatt, à la rencontre de Jessica. Jessica ne se sent pas en sécurité lorsqu'elle emmène son fils à l'école. Elle trouve le chemin trop dangereux et voudrait que des aménagements soient effectués. Luca, on y va. Tous les matins, Jessica accompagne son fils Luca à l'école. Un trajet qu'ils font à pied. L'école de Luca n'est en effet qu'à 200 mètres de la maison. Seulement voilà, à peine mis le nez dehors, c'est un parcours du combattant qui commence. Le problème qu'on rencontre tous les matins, donc mon petit garçon et moi, quand je l'emmène à l'école maternelle, c'est que pour s'y rendre, en fait, on doit traverser ici, puisque, en fait, comme vous voyez, il n'y a plus de trottoir là. Et malheureusement pour nous, il n'y a pas de passage piéton et de ralentisseur. Juste devant eux, les voitures défilent à toute allure dans cette rue à sens unique, pourtant limitée à 30 km/h. Mais cette limitation, la plupart des automobilistes ne la respectent pas. Une situation qui met tous les jours en danger la petite famille, obligée de traverser la rue pour emprunter le trottoir d'en face. Un trottoir étroit où il n'est pas forcément facile de circuler, mais le plus dur reste à venir. Là, en fait, nous arrivons tout près de l'école, nous sommes aux abords de l'école. Et comme vous pouvez le constater, une nouvelle fois, le trottoir s'arrête et nous sommes à nouveau obligés de retraverser la route. Pourtant, il existe bien un passage piéton, mais celui-ci est mal placé, coincé entre un mur et une barrière. Pas facile d'y accéder. Le seul passage piéton se trouve en fait au fond de la rue, c'est-à-dire que je dois pour cela passer sur la rue, à côté des voitures qui sont stationnées, sur le trottoir qui n'existe pas, pour pouvoir tout de même traverser sur un petit passage piéton. Ma question est pour Gérard. Comment faire pour que un ou plusieurs passages piétons ainsi qu'un ralentisseur soient créés dans la rue de l'école? Alors Jessica, le maire a ce que l'on appelle la police de la circulation. Il est le seul à décider ce qui est opportun ou pas, ce qui lui paraît nécessaire pour la bonne circulation, ce qui est aussi un élément qu'il doit gérer, et pour la sécurité, que ce soit des voitures ou des piétons. Il est donc libre de fixer le passage protégé où il veut. Il n'est même pas obligé d'en mettre un. S'il n'y a pas de passage protégé, on attend que les voitures soient passées pour traverser. À part discuter avec le maire et lui expliquer qu'il y a un danger, le maire, c'est un élu de proximité. Normalement, on peut parler avec lui. Ouais. La seule possibilité, c'est de recourir au préfet qui peut, dans n'importe quelle matière, se substituer au maire. Le maire, dans ses pouvoirs de police, c'est un peu compliqué, on dit qu'il est représentant de l'État. C'est-à-dire, c'est pas en qualité d'élu des citoyens qui fait la police, c'est parce que l'État ne peut pas être partout, donc il représente l'État, et dans ce domaine-là, le préfet, s'il voit que le maire ne fait pas son travail, peut prendre la décision à sa place. Donc, on peut, théoriquement, vous allez voir la limite, alerter le préfet en l'espèce du barin, en disant, voilà, monsieur le préfet, là, ça paraît nécessaire pour la circulation. Vous pensez bien, c'est un problème politique compliqué, que le préfet ne va pas se substituer au maire pour savoir où est-ce qu'on met un passage clouté. Il a un passage protégé, comme on dit maintenant. Le préfet va se substituer au maire pour des problèmes de circulation extrêmement importants, où il y a des dangers potentiels graves. Enfin, là, il y a une école quand même. Hein. Là, il y a une école. Le préfet peut considérer que c'est nécessaire de mettre un passage protégé. Il peut dire aussi, Pfastatt, c'est une ville de moyenne importance, il peut décider il peut dire au maire, ça serait bien d'envoyer un agent municipal faire la circulation pour les enfants, ce qui est une autre solution aussi. Oui. On ne peut pas savoir d'où vient tout le monde, donc je suis limité sur ce que ferait le préfet. La seule bonne solution, c'est l'intervention auprès du maire. Eh bien, écoute, on n'aurait pas en arrivé jusqu'au préfet, puisque monsieur le maire de Pfastatt a eu vent de ce tournage. Il a voulu nous appeler et réagir. Bonjour, Francis Hilmeyer. Oui, bonjour. Alors, je crois que vous avez une bonne nouvelle à annoncer à Jessica.
Alors écoutez, oui bien sûr, puisque j'ai eu connaissance du problème en décembre 2015. J'ai annoncé au conseil d'école du 3 mars que nous entreprendrons les travaux et ils seront terminés fin de cette semaine. C'est parfait. Oh, en plus, super vite, Okay. bravo. Problème réglé. Eh ben, écoutez, voilà. Merci beaucoup. Donc, il va y avoir un trottoir, c'est ça hein? Non, un passage. Un passage. Ah, un passage, oui. Non, non, Le trottoir, on le refait pas. D'accord. Il va y avoir plus que ça. Il va y avoir un trottoir, Ah, quand même. des barrières de sécurité Ouais. En plus. et un passage protégé qui existe déjà d'ailleurs. Eh ben, Il écoutez. va simplement être remis en peinture. Eh ben, c'est formidable. Eh ben, c'est Merci, génial, monsieur le maire. Merci. Très bien. Mais je vous en prie. Ce qui prouve que le maire, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un élu de proximité. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Les associations, on peut le voir. C'est bien. Eh ben, C'est on est parfait. content La pour Jessica. quotidienne aussi, ça marche bien. La On quotidienne, appelle c'est- ça marche Ouais, bien. c'est Allez, rapidement, Fabien, la dernière petite question du jour. Christophe te demande, j'ai entendu dire qu'il était possible de se faire rembourser une partie de l'assurance d'un crédit immobilier une fois que celui-ci avait été intégralement remboursé. Est-ce vrai? Et si oui, comment faire? Bien sûr qu'on entend parler de ce dossier, il est énorme ce dossier. C'est un dossier à 16 milliards d'euros. Ah oui. Il y a eu un procès qui a été fait, tous les contrats de crédit immobilier souscrits entre 1994 et 2007, comment ça se passe vite fait hein? C'est l'assurance décès invalidité, bien sûr, dont il s'agit. Quand il y a moins de décès que prévu, l'assureur fait des bénéfices. Son bénéfice, ses bénéfices sont-ils à reverser en partie aux souscripteurs ou pas? C'était la question à 16 milliards d'euros. En Angleterre, ils ont dit oui. 20 milliards d'euros ont été redistribués aux souscripteurs. En France, ils viennent de dire non, ou plutôt ils l'ont dit en septembre 2014, désolé de le dire comme ça, ballot. mais oui, ils ont dit non, non, il n'y a pas un droit personnel à tirer bénéfice de ces assurances-là. Ça n'obéit pas au code des assurances vie, pour revenir à ça, puisque là il y a une participation aux coup, on fait bénéfices quoi? financiers. J'y viens, on ne fait rien. Ça appartient au code des assurances dommages. Il n'y a pas de bénéfice à en tirer pour l'instant simplement. C'est le tribunal de grande instance. Il va peut-être y avoir appel. Sans doute, l'association Que Choisir est dans le coup. Il va y avoir peut-être cassation. Je n'en sais rien. Il n'est pas impossible qu'on change de décision. règle d'ici. Mais rien n'est décidé. Faites attention aux copains de Gérard, là, ces avocats qui vous promettent que vous allez gagner beaucoup d'argent avec cette histoire. Rien n'est moins sûr. Et il n'y a pas grand-chose à faire à part aller voir Que Choisir éventuellement pour refaire un procès derrière. Mais c'est long tout ça, vous voyez. Hein. Ah oui. Procès de 2007 qui arrive Ouais. maintenant. Bon, très bien. Si vous aussi vous avez des questions pour nos spécialistes, France5.fr. Dans un instant, c'est la quotidienne la suite avec Farida qui aujourd'hui vous parle d'un produit qui nous plaît tous et surtout à Gérard, le cacao. Et nous, lundi, on va être foncièrement positif en ces temps de crise alors que le chômage est à son plus haut. Eh bien, on va vous parler des filières qui recrutent aujourd'hui et des filières Numérique, d'avenir. l'artisanat et l'assistance. Voilà, et ben pas ce mal. sera lundi. Rendez-vous à 11h45 et d'ici là, passez un super week-end. On vous embrasse. Salut. Les pilules.